Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2789 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 31 janvier avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple que la pépite argentine Julián Álvarez, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a 24 ans, il a déjà quasiment tout remporté, que ce soit la Coupe du Monde, la Copa América, la Finalissima, la Ligue des Champions, la FA Cup, la Première Ligue. Vraiment un palmarès exceptionnel à 24 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également Beto, l'attaquant portugais de Everton, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Également notre joueur de Everton, Arnaud Danjuma, joueur de Everton prêté par Villarreal et pisté par l'équipe de Lyon. Il fête aujourd'hui, lui, ses 27 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier et on commence avec la Coupe d'Afrique des Nations et avec ce huitième de finale Maroc contre l'Afrique du Sud. Et là, c'est une énorme surprise parce que le Maroc échoue dès les huitièmes de finale de cette CAN. Une défaite 2-0 contre les Sud-Africains. Donc voilà, énorme désillusion pour le Maroc. Donc côté Afrique du Sud, premier but a été inscrit à la 57e minute de jeu. À noter que Hakimi à la 85e minute de jeu, penalty qui n'a pas réussi à marquer et du coup ils ont pris un but juste après sur un magnifique coup franc de Mokoena qui a marqué un sublime coup franc pleine lucarne. Yassine Bounou n'a rien pu faire. À noter qu'Amrabat a pris un rouge en toute fin de match. Du coup qualification de l'Afrique du Sud mais surtout élimination du Maroc et c'est une énorme surprise, on va pas se mentir. Donc les stats, pourtant le Maroc a eu plus de possession de balle, plus de tirs. Bon, un tir cadré de moins, 2 tirs cadrés pour le Maroc, 3 tirs cadrés pour l'Afrique du Sud qui a été très efficace, seulement un arrêt de Yassine Bounou lors de cette rencontre hier. Et du coup le Maroc éliminé, c'est vrai que, on va pas se mentir les gars, c'est une surprise parce qu'on les voyait aller au bout et peut-être voir même gagner cette compétition quand on sait ce qu'ils avaient fait lors du dernier mondial, en atteignant quand même le dernier carré, la demi-finale de la Coupe du Monde et là ils échouent dès les huitièmes de finale et c'est vrai que le Maroc n'arrive pas en Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, je vous apprends rien les gars. Donc le Maroc n'a jamais dépassé les quarts de finale de la CAN depuis 2006, ça fait quasiment 18 ans là. Ils n'ont jamais réussi à atteindre les quarts de finale. Donc là, perd en huitième. Il y a 2 ans, ça a été perd en quart de finale. Donc ils n'ont pas atteint les demi. Perd en huitième, quart, pas qualifié, éliminé en poule, poule, pas qualifié, éliminé en poule, éliminé en poule. Donc voilà, c'est très compliqué quand même pour le Maroc. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, et c'est vrai qu'ils ont remporté une fois la CAN et ça date. Le Maroc, la dernière fois qu'ils ont remporté, la seule fois qu'ils ont remporté la CAN, c'était en 1976. On est quand même en 2024. Ça fait 50 ans qu'ils n'ont pas gagné cette Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc. Ils n'arrivent pas. Voilà, ils n'arrivent pas, c'est comme ça. Et c'est dommage parce que quand on sait la qualité de l'équipe, on pense vraiment qu'ils auraient pu faire quelque chose lors de cette compétition. Et le Maghreb n'est déjà plus représenté dans cette CAN 2023 vu que l'Algérie éliminée en phase de poule, la Tunisie également éliminée en phase de poule et le Maroc éliminé. Un peu mieux, huitième de finale, mais voilà, éliminé dès les huitièmes. Et on pense que bien sûr côté marocain, on visait beaucoup mieux qu'une place bien sûr en huitième de finale. Je pense que l'objectif était au moins le dernier carré, les demi-finales pour cette sélection marocaine. On revient les gars sur cette fin de match où Hakimi rate le penalty, Amrabat point rouge et l'Afrique du Sud porte le score à 2-0. Une fin de match folle, c'est vrai que parce que là, ça aurait pu aller en prolongation si Hakimi, parce qu'on est à la 4e minute de jeu, donc on est en fin de match, s'il aurait marqué ce penalty, et ça aurait fait égalisation, prolongation, et après on ne sait pas ce qui serait passé bien sûr, lors des prolongations, voire tir au but, et du coup il n'a pas marqué. Achraf Hakimi, on peut voir qu'il était bien sûr dégoûté. Et Antonio Conte, son ancien coach du côté de l'Inter, sur Achraf Hakimi en 2021, donc il avait dit, l'important c'est qu'il ne tire pas les penalties. Je le vois à la fin des entraînements quand il s'arrête en tirer avec ses coéquipiers. Si on arrive à ce stade dans certaines compétitions, tout le monde doit mourir avant lui en frapper. Avant de lui en frapper. En gros, il dit que c'est pas un tireur de penalty Achraf Hakimi. Conte il dit qu'en gros, vraiment, il faut que déjà tous les autres joueurs tirent son penalty. Et après, ça sera Hakimi tiré. Alors que là, c'est lui le premier à avoir pris le penalty. Bon, il avait dit ça en 2021. Il n'a pas dit ça à la fin du match hier, Antonio Conte. Mais voilà. Donc, quand on sait que, bien sûr, il n'a pas marqué hier. Donc, voilà. Bon, après, c'est comme ça, les gars. C'est les penalties. Il y en a qui sont marqués. On sait que c'est un exercice très compliqué. On a l'impression à chaque fois, quand il y a un penalty, soit il y a but direct. Non, les gars. Non, il n'y a pas but direct. Déjà, il faut cadrer et surtout battre le gardien et là ça n'a pas été fait hier. On va parler maintenant de Walid Regragui, le sélectionneur marocain. La déclaration énigmatique du sélectionneur marocain après leur élimination de la CAN. On était venu avec l'ambition de la gagner, bien sûr, cette CAN. Sortir aussitôt, c'était pas du tout prévu. J'assume la responsabilité et les choix. On va corriger pour revenir plus fort. Le penalty d'Achraf, ça arrive. C'est le football. Félicitations à l'Afrique du Sud. Nous, on va rentrer, réfléchir à l'avenir. J'avais dit que le Maroc devait aller en demi-finale. Je vais rentrer, m'asseoir avec mon président et je vais assumer en gros parce que son objectif, lui, c'était les demi-finales de cette CAN. Et en décembre 2022, c'était
Après la Coupe du Monde, souvenez-vous quand ils avaient perdu, contre l'équipe de France en demi-finale, il avait dit je veux arriver au minimum en demi-finale lors de la prochaine CAN. Donc là on peut voir que l'objectif n'est pas atteint, avec cette élimination en huitième. Si je n'y arrive pas, je m'en irai et le nouveau coach de l'équipe devra continuer dans le même état d'esprit. C'est comme ça que le Maroc progressera. Donc il avait dit qu'en gros s'il n'atteignait pas les demi-finales, il allait arrêter, donc on peut voir que les demi-finales ne sont pas atteintes, donc on va voir, parce qu'il a dit qu'il va rentrer, donc là il va rentrer au pays, au Maroc, pour voir, il va discuter avec le président de la Fédé marocaine, pour voir s'il va continuer ou non, alors que lui il avait vraiment dit qu'il allait quitter bien sûr cette sélection s'il n'atteignait pas les demi-finales. Donc voilà, toujours bien sûr avec cette sélection, et lors de la Coupe du Monde 2022, le Maroc a éliminé Cristiano Ronaldo et le Portugal. Donc hier soir, l'Afrique du Sud élimine le Maroc de la CAN et célèbre le but vainqueur comme un certain Cristiano Ronaldo. Regardez donc le buteur là, et tous ses collègues qui ont fêté son but, voilà comme ça, la célébration de Cristiano Ronaldo. Donc Mokena qui marque sur coup franc. En plus il a marqué un coup franc magnifique. Bon, on sait que c'était le but juste avant la fin du match, mais il est sublime, pleine lucarne, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc Vini Junior a réagi sur Twitter à la célébration des joueurs sud-africains après leur victoire face au Maroc. Tout le monde aime CR7, parce que Vini, on sait que c'est un grand fan de Cristiano Ronaldo, puis il dit tout le monde, que ça soit au Brésil ou même en Afrique du Sud, tout le monde admire bien sûr le légendaire Cristiano Ronaldo qui fait cette célébration de temps en temps. Enfin, il la fait pas tout le temps, des fois il fait un tour sur lui-même, et des fois il l'a fait avec Rashford, on peut voir en bas sa célébration, là les mains sur le torse. Et ce joueur, les gars, qui a marqué le sublime but sur coup franc, c'est lui qui a été élu homme du match de cette rencontre. Très bon match de sa part, avec en plus un coup franc exceptionnel, j'ai dit, en pleine lucarne. Toujours avec cette équipe de l'Afrique du Sud, parce que 8 des 11 titulaires qui ont commencé hier de l'Afrique du Sud jouent ensemble dans le club de Mamelodi Sundowns, donc une équipe en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de joueurs, quasiment toute l'équipe jouait déjà ensemble en club, puis ils jouent ensemble aussi en sélection, ça se ressent aussi, peut-être les connexions bien sûr en club, tu les ressens aussi en sélection. Donc voilà, félicitations à cette équipe, à prendre au sérieux, cette équipe de l'Afrique du Sud. Ils n'ont pas qu'une bonne équipe au rugby, l'Afrique du Sud, ils ont aussi une très bonne équipe de football. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur ce Maroc-Afrique du Sud. On va parler de l'autre match, parce qu'il y avait un autre huitième de finale hier entre le Mali et le Burkina Faso, et c'est le Mali qui s'est imposé 2-1. Notable Zopa, buteur contre son camp, et Sinayoko, un joueur de l'AGOCR, buteur côté malien, et Traoré, buteur côté Burkina Faso. Et du coup le Mali se qualifie, le Burkina Faso arrête son aventure en Coupe d'Afrique des Nations en huitième de finale. Donc les Aigles du Mali s'envolent bien sûr en quart de finale. Donc les Maliens n'avaient plus franchi les huitièmes de finale depuis 2013, ça faisait plus de 11 ans, à chaque fois qu'ils échouaient soit en huitième, ou soit en phase de poule, soit même pas qualifiés. Donc là ils sont moins en quart de finale, donc on peut dire déjà que c'est une CAN déjà réussie, bien sûr, pour cette équipe du Mali. Quelques photos, tiens, des joueurs après la victoire hier, avec leur sublime maillot, je le trouve vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le maillot, il est tout simplement magnifique en gros. Et regardez ce joueur, Lassine Sinayoko, donc quelqu'un qui est en train de réaliser, Lassine Sinayoko, un joueur né en 1999, donc le joueur de l'AGOCR vient d'inscrire son 3e but dans la compétition. Donc voilà, parfait pour lui, parce qu'il est qualifié bien sûr en quart de finale, et son club de l'AGOCR est actuellement leader de la Ligue 2. Donc voilà, pour l'instant la saison est quasiment parfaite, on peut dire, pour ce joueur Sinayoko. Et du coup le Mali, ça sera qui l'adversaire? Ça sera la Côte d'Ivoire qui a fait tomber le Sénégal. Mali-Côte d'Ivoire, rendez-vous samedi à 18h pour ce quart de finale. Grosse affiche. Donc un petit rappel, les gars, les deux équipes s'étaient affrontées lors de la CAN 2019. La Côte d'Ivoire avait battu le Mali 1-0. Donc voilà, là ça sera la même chose. Voilà, ça sera aussi un quart de finale. On verra si le Mali prendront leur revanche par rapport à ce match perdu en 2019. Et l'autre quart de finale qu'on a appris hier, donc c'est le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud qui vient de battre le Maroc. Donc rendez-vous samedi à 21h concernant cette rencontre. Donc voilà, maintenant on connaît les 4 affiches des 4 quarts de finale de cette CAN. Donc ça commence vendredi et samedi. Donc vendredi 18h, le Nigeria contre Angola, et 21h la RDC contre la Guinée. Et samedi, pareil, 2 matchs. On a parlé juste avant, Mali-Côte d'Ivoire à 18h, et le Cap-Vert contre l'Afrique du Sud. Donc c'est simple, les deux équipes qui gagneront, les deux là, qui gagneront, s'affronteront pour la demi-finale, pareil là. Puis après ça sera la finale, bien sûr. Là, le tableau final commence à se remplir. Puis là, on est bientôt au but. N'oubliez pas que la finale est prévue le 11, donc dans 12 jours exactement. Voilà, cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, maintenant on commence à se dessiner, bien sûr, le vainqueur. Et surtout, on peut voir quand même qu'il y a de grosses équipes quand même qui sont déjà plus là. C'est quand même des grosses surprises. Donc le vainqueur se trouve ici: Angola, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, RDC, Afrique du Sud, Nigeria, Mali, Guinée. Voilà, parmi ces 8 équipes-là,
une sera championne d'Afrique dans quelques jours. Toujours sur cette CAN, parce que c'est un peu la CAN, on peut dire des surprises, parce que c'est fou les gars, regardez. Donc les 5 pays les mieux classés de la FIFA à la CAN sont tous éliminés. Donc vous savez, il y a un classement FIFA qui est actualisé tous les mois. Et les 5 équipes africaines les mieux classées ne sont déjà plus là. Par exemple, le Maroc est 13e au classement FIFA, éliminé. Il y a qui d'autre? Le Sénégal 20e, éliminé. L'Algérie 30e au classement FIFA, éliminé. La Tunisie 28e, éliminé. Et l'Égypte 33e au classement FIFA, éliminé également. C'est quand même une grosse surprise de trouver aucun de ces pays-là en quart de finale. Ces 5 équipes-là qui étaient à la Coupe du Monde 2022 et aucune d'entre elles ne s'est qualifiée pour les quarts de finale. Souvenez-vous, il y avait 5 nations africaines lors du dernier mondial. Mais elles sont toutes éliminées dès les 8e de finale. Sénégal, Tunisie, Maroc, Cameroun et Ghana. Aucune ne verra les quarts de finale. Toujours les gars avec les infos complètement folles pour vous dire vraiment que c'est la CAN, on peut l'appeler la CAN des surprises. Donc la CAN des surprises illustrée en une stat, aucun des 8 quarts de finalistes de la CAN 2021. Donc voilà, il y a 2 ans les gars, maintenant il y a 3 ans, il y avait une autre CAN. Et ça c'est toutes les équipes qui étaient en quart de finale et aucune a accédé quand même au quart de finale pour cette édition. Le Maroc éliminé en 8e, l'Égypte éliminé en 8e. On peut voir voilà, chaque pays, il a été éliminé quand. Donc voilà, c'est quand même des sacrées surprises. Voilà. Rien à dire, c'est surprise totale. On continue les gars, on va parler de Crépin Diatta qui est un joueur sénégalais. On sait que le Sénégal a été éliminé, on sait contre la Côte d'Ivoire et lui c'est pas du tout passé. Il était en zone mixte et il a répondu à une interview, lâché ses nerfs sur l'arbitrage du match avant-hier. Il a dit tu peux pas décider du sort d'un pays comme ça, c'est incompréhensible, tu ne veux pas regarder la VAR, c'est abusé, ils ont tué notre compétition. Voilà, en gros il pointe du doigt l'arbitrage du match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Il dit qu'en gros l'arbitre était plutôt pour la Côte d'Ivoire. Bon, voilà, c'est ce qu'il dit, c'est surtout par rapport au pénalty qui aurait dû être sifflé sur Ismaïla Sarr sur une faute d'un nageur ivoirien. Mais bon, peut-être il a oublié aussi que son copain, son collègue, Sadio Mané aurait dû certainement prendre un carton rouge en début de match. Il ne l'a pas dit bien sûr en conférence de presse. En parlant de Mané les gars, donc lui il a été juste franc, il a dit. Donc la Côte d'Ivoire, la meilleure équipe à gagner. Voilà, lors du match Sénégal-Côte d'Ivoire, il a avoué, lui, vraiment pas du tout rancunier, il a vu les choses, il a dit en gros qu'il mérite tout simplement cette qualification en quart, l'équipe ivoirienne. Moussa Niakhaté s'excuse auprès du peuple sénégalais après son pénalty raté. N'oubliez pas, c'est fini en séance de tir au but, tout le monde a marqué à part Moussa Niakhaté qui a marqué un message les gars sur ses réseaux sociaux. Bon, je vais pas tout lire, mais on peut voir bien sûr qu'il est déçu, s'excuse. Désolé, je suis conscient que ce penalty manqué a conduit à notre élimination de cette CAN. Ça a brisé le rêve de mes coéquipiers, de ce staff et des millions de supporters de cette équipe nationale. Vous ne méritez pas ça. Ce groupe avait la qualité et l'objectif de rentrer avec la coupe à Dakar. J'en suis conscient et j'en prends la responsabilité. Bon, on peut lire aussi ce qu'il a dit en plus. Donc en gros, il s'excuse. Bon, après voilà, c'est le football. Il a loupé le penalty. Regardez, Hakimi hier, c'est un peu pareil. Il a loupé aussi un penalty. Voilà, c'est le football les gars, il faut bien un vainqueur, un perdant. Donc voilà, c'est ce message touchant de la part du joueur sénégalais. On va parler de la Mauritanie, également éliminée, mais la Mauritanie a quand même écrit la plus belle page de son histoire. Donc déjà, première victoire en Coupe d'Afrique des Nations, jamais ils avaient gagné en CAN. Ils ont gagné et surtout, première fois aussi, qu'ils se qualifient en 8e de finale. Donc les travaux de Amir Abdou ont été gigantesques. Et Amir Abdou, donc ils sont rentrés hier au pays. C'était sélection. Et il a été vraiment accueilli en héros. Regardez, porté par les supporters de la Mauritanie après cette CAN réussie à première participation. Et voilà, même s'ils ont échoué en 8e, c'est une CAN bien sûr totalement réussie pour cette sélection. Hormis Mbamba, l'OM va retrouver tous ses joueurs partis à la CAN parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de joueurs de l'OM qui étaient partis à la CAN. Et voilà, que ce soit genre camerounais, que ce soit les joueurs sénégalais ou les marocains, Asdin Ounahi ou Amin Harit, tout le monde de retour à Marseille, à part Mbamba qui continue encore cette CAN avec la RDC. Et du côté de la France, c'est vrai qu'en Ligue 1, il y a beaucoup de joueurs. Voilà, 25 joueurs de Ligue 1 sont éliminés. En 8e de finale, il y en a eu très peu en phase de poule, mais là en 8e, ça a été... Voilà, c'était vraiment beaucoup de joueurs ont été éliminés, on peut dire, de la CAN. Donc voilà, tous ces joueurs retournent, on peut voir dans leur club respectif, vu que voilà, c'est fini pour eux, la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur cette CAN. On a parlé beaucoup parce que c'était important. Puis c'était les 8e hier, puis il y a eu d'énormes surprises, on en reparlera. Bon, aujourd'hui, pas de match, ça revient. Ça revient vendredi après-demain, bien sûr. Je l'ai dit, les premiers quarts de finale. On continue avec la Coupe d'Asie. On commence avec ce choc. C'était le choc. L'affiche, on peut dire, des 8e de finale. La plus belle affiche donc, entre l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud. Un match totalement fou. Il y a des matchs fous à chaque fois, j'ai l'impression. Bref, de côté saoudien, donc Radif qui est rentré 20 secondes après, il marque directement, donc 46e, donc parfait côté saoudien. Donc ils pensaient gagner, parce qu'à la 98e minute de jeu, il y avait toujours un 0 pour eux. Et à la 90 plus 9 minutes de temps additionnel,
côté coréen, égalisation de Cho Gui Sung, voilà, un joueur sud-coréen qui marque un but et du coup l'égalisation, hein, donc sinon ils auraient été éliminés en gros la Corée de Heung-min Son ou même Kang In-hee. On peut voir les statistiques de la partie match dominée quand même hein, par l'équipe de la Corée qui a quasiment le double à chaque fois en tir, hein, 22 tirs contre 14 et 4 tirs cadrés pour l'Arabie Saoudite, 8 tirs cadrés, hein, comme le double, hein. Donc voilà. Ils ont quand même failli hold-up, on peut dire, cette élimination, mais bon, ils se qualifient, comme j'ai dit, hein, voilà, grâce à déjà cette égalisation de Cho Gui-sung à la 99e minute de jeu, le numéro 9 hein, de cette équipe de la Corée qui marque un but de la tête, puis après, ça a été victoire au tir au but, séance de tir au but, et ils ont été meilleurs que l'équipe saoudienne. Donc on peut voir Heung-min Son, bien sûr, très content d'accéder au quart de finale et d'épiter le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, Roberto Mancini. N'oubliez pas qu'il avait... maintenant c'est le coach de cette sélection parce qu'il avait quitté la sélection italienne pour venir prendre cette sélection parce qu'il touche bien plus d'argent en Arabie Saoudite. Bref, donc il est rentré au vestiaire avant même la fin de la séance de tir au but face à la Corée en 8e de finale. Une réaction qui a largement été critiquée par les supporters saoudiens parce que son équipe c'était pas encore fini, hein. Mais bon, c'était mal embarqué parce qu'on peut voir que l'Arabie Saoudite avait déjà marqué 2 buts mais surtout loupé 2 pénaltys alors que la Corée avait déjà marqué ses 3 premiers tirs au but. Donc c'était pas encore fini, mais il est rentré directement au vestiaire parce qu'il était dégoûté en gros. Roberto Mancini, l'Arabie Saoudite c'est éliminé, donc il a été critiqué quand même par rapport à ça, d'être même pas resté jusqu'à la fin de la séance des tirs au but sur le banc tout simplement de cette sélection. Et il y avait un autre 8e de finale également hier, l'Ouzbékistan contre la Thaïlande, et c'est l'Ouzbékistan qui s'est imposé de 1, eux aussi, qualification pour les quarts de finale. Aujourd'hui, 2 rencontres, les 2 derniers 8e de finale, le Bahreïn contre le Japon et l'Iran contre la Syrie. On parlera bien sûr de ces 2 résultats demain. Et concernant les gars, cette Coupe d'Asie, ça a battu des records, hein. Ça a battu le record historique d'affluence du tournoi qui était de 1,04 million de spectateurs qui étaient présents dans le stade, hein. Le comité d'organisation locale du tournoi qui se dispute au Qatar a confirmé ce record atteignant hier le cap des 1 68 587 spectateurs, donc déjà mieux que le record, mais là le record c'est sur toute une compétition jusqu'à la finale. Donc là ils font déjà mieux alors qu'on est seulement au stade des 8e de finale, donc il y aura encore beaucoup de monde pour les quarts, pour les demi, pour la finale. Donc voilà, actuellement, c'est une Coupe d'Asie, on peut dire, historique niveau affluence dans les stades. Bref, donc avec encore 11 matchs à jouer, le tournoi continue de captiver les fans de l'autre côté du globe. C'est vrai que les stades sont quasiment à guichet fermé à chaque fois au Qatar pour cette Coupe d'Asie. On quitte les gars le Qatar, vu que la Coupe d'Asie se déroule au Qatar, direction l'Europe. On va parler aussi, parce qu'il y a des matchs de club hier, il y a des matchs de Première Ligue. Arsenal se déplaçait du côté de Nottingham Forest et Arsenal s'est imposé 2-1. Gabriel Jesus et Bukayo Saka ont été les 2 buteurs côté Gunners. Parfait, ils ont dominé le match. 74% de possession de balle, 19 tirs, mais seulement 3 tirs cadrés. Mais bon, 3 tirs cadrés de but, donc parfait pour eux. Et même tir cadré, 3 tirs cadrés pour 2 équipes, mais Arsenal a été plus efficace et du coup pas qualification, mais plutôt victoire, parce que là c'était un match de championnat. On peut voir le but là de Gabriel Jesus qui a marqué entre les jambes du gardien de Nottingham Forest. Il y avait aussi une belle affiche Aston Villa contre Newcastle, et c'est Newcastle qui s'est imposé du côté de Aston Villa, et c'est très rare d'aller gagner du côté de Villa. Schär a été double buteur et un but contre son camp pour Newcastle, donc parfait pour eux. On peut voir les statistiques du match, on peut voir que Aston Villa a même plus de tirs cadrés, mais c'est bien Newcastle qui a été plus efficace. Et fin d'une longue série pour Aston Villa à domicile, parce que je vous ai dit, c'était très fort. Par exemple, ils ont gagné City, ils ont gagné aussi Arsenal il y a quelques semaines à domicile, mais là Newcastle, ils les ont battus. Donc défaite ce soir à Villa Park par Newcastle 3-1. Donc Aston Villa enregistre leur première défaite à domicile en Première Ligue depuis le 18 février 2023. Donc voilà, dans 19 jours, ça aurait fait un an qu'ils n'auraient pas perdu à domicile. Donc voilà, 346 jours d'invincibilité, 16 victoires pour un nul. Et maintenant une défaite pour cette équipe de Aston Villa, je le répète, à domicile. Il y avait un Crystal Palace contre Sheffield United, et c'est Crystal Palace qui s'est imposé 3-2. Et à noter le match XXL, la masterclass, on peut même dire, de Mikel Olise, parce que sur les 3 buts de son équipe, elle a été décisive sur les 3 buts. 1 but et 2 passes D pour Mikel Olise, jeune joueur de l'équipe de France Espoir qu'on pourrait voir très prochainement, peut-être jouer avec l'équipe de France 1. Ça peut être une surprise pour l'Euro, on verra, parce qu'il est très performant du côté de Crystal Palace. Donc félicitations à lui. On peut voir sur les derniers matchs, le match hier contre Sheffield, mais contre Brentford, les gars, doublé. Chelsea 1 but, Brighton passeur D, City buteur. Voilà, donc c'est sur ces 5 derniers matchs de Première Ligue à chaque fois décisif, Mikel Olise. Luton Town contre Brighton, et Luton Town après avoir battu Everton, c'était il y a 3-4 jours. En FA Cup, et ils sont qualifiés en 8e, ils ont gagné 2-1. Et bien là, cette fois-ci, ils passent un 4-0 à Brighton, comme l'équipe de Luton Town. Ils enchaînent les victoires, ça se passe très bien pour eux. Et à noter, les gars, que ce joueur Adebayo vient d'inscrire un triplé, et c'est le premier triplé de l'histoire de Luton Town en Première Ligue. Jamais ils avaient inscrit
Enfin, un joueur avait inscrit un triplé lors d'une rencontre de première ligue avec cette équipe de Luton Town. C'est ce joueur, les gars, qui marquera son nom dans ce palmarès, bien sûr, voilà, de cette équipe de Luton Town. Il y avait aussi Fulham contre Everton. Bon, rien à dire, 0-0 entre ces deux équipes. Du coup, le classement, ça donne quoi? Donc, Liverpool en tête. Arsenal, avec sa victoire, revient à 2 points de Liverpool. Mais à noter que Liverpool a un match en retard sur Arsenal. À noter que City, les gars, 2 matchs en retard sur Arsenal. Donc, voilà, si City s'impose, leurs 2 matchs, ils seront devant Arsenal. Donc, voilà, ce classement. Bon, là, il faut que toutes les équipes jouent leur match pour que ça soit le même nombre de matchs joués. Donc le programme aujourd'hui, City Burnley à 20h30. Il y a aussi un Tottenham Brentford à 20h30 également. Et un Liverpool-Chelsea ce soir à 21h15. Voilà, donc grosse affiche. À noter que demain, les gars, il y aura West Ham Bournemouth et Wolverhampton contre Manchester United. Du côté de la Championship, deuxième division anglaise, il y avait une rencontre hier. Leicester contre Swansea et Leicester, victoire 3-1. Et du coup, ils confortent leur première place. Leicester, il y a 24 équipes, donc là 23 parce que c'est tellement long, j'ai pas pu mettre la dernière. Bref, donc Leicester, 29 matchs joués, premier, 69 points. Ils ont 10 points d'avance sur Ipswich, deuxième. Donc Leicester qui était descendu cette saison en deuxième division. Très bien parti pour remonter en première ligue la saison prochaine. Après, c'est serré. On passe 59, 58, 57, puis après 45 points pour l'équipe de West Bromwich. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminine parce que le Paris Saint-Germain féminin jouait du côté du Bayern hier. De partout et parfait parce que les Parisiennes en gros devaient pas perdre. Un nul, elles étaient qualifiées, du coup elles ont fait nul. Elles se qualifient, félicitations au Paris Saint-Germain féminin. Donc on va prendre un point du côté du Bayern Munich féminin. A noter que le Paris FC jouait, elles devaient absolument s'imposer pour se qualifier. Elles ont pris un 4-0 contre Chelsea, du coup elles sont éliminées, elles finissent 3e de leur poule. Cette équipe du Paris FC, elles finissent devant l'équipe du Real Madrid. On peut voir les stats de ce match dominé bien sûr par les joueuses de Chelsea. 4 tirs cadrés, 4 buts. Aucun arrêt de la gardienne du Paris FC. L'Ajax contre l'AS Roma, 2-1 pour l'Ajax pourtant. Regardez, 5 tirs, 1 tir cadré, elles ont mis 2 buts. Alors que l'AS Roma a eu beaucoup plus de tirs, mais c'est bien l'Ajax qui s'est imposé. Et le Real contre Aken, Real Madrid féminin. Donc le Real Madrid, elles ont fait qu'un nul, 5 défaites sur leur match de poule. Donc elles finissent dernière de cette poule de Ligue des Champions. Elles sont bien sûr aussi éliminées. Le programme aujourd'hui, on peut voir 4 rencontres. À noter que Lyon jouera contre le Slavia Prague en Ligue des Champions féminine et Benfica Barcelone en belle affiche. Et on connaît déjà, même avant les matchs du jour, parce que c'est les derniers matchs, les phases de poule, on connaît déjà les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale. Parce qu'il n'y a pas de 8e, c'est phase de poule. Puis vu qu'il n'y a que 4 groupes, donc ça passe directement. En quart, pas de 8e, bref, on connaît déjà les équipes. Il y a déjà quand même Lyon, PSG qualifié, Barça qualifié, Chelsea, Benfica, Ajax, Aken et Brann. Voilà, sont les 8 équipes qualifiées. Tirage au sort aura lieu vendredi pour savoir les affiches des quarts de finale. On continue le programme aujourd'hui aussi en Liga. Il y a des matchs aujourd'hui. Le Barça contre Osasuna, c'est à 19h. Et l'Atlético Madrid contre le Rayo Vallecano, c'est à 21h. Donc, c'est pas des matchs de Liga. Enfin, si, c'est des matchs de Liga, mais c'est pas une journée de Liga. C'est juste des matchs en retard. N'oubliez pas que ces équipes-là, le Barça, Atlético, ils avaient joué, même Osasuna, ils avaient joué la Super Coupe d'Espagne. Donc, du coup, ils n'avaient pas pu jouer le championnat en même temps qu'ils se jouaient. Donc, du coup, c'est pour ça que cette journée-là se joue. Par exemple, le Real de Madrid jouera demain contre Retafe. Voilà, une autre rencontre de Liga. Donc, voilà, c'est des matchs en retard, en gros, qui vont être joués aujourd'hui. Donc, le Barça, réaction, parce que quand on sait qu'ils ont perdu 5-3 il y a quelques jours contre Villarreal, ils doivent s'imposer aujourd'hui contre Osasuna. On continue, les gars, on va parler un peu mercato parce qu'on est mercredi, demain minuit, c'est fini le mercato. Puis Moschin, qui était annoncé, il est hier de Fabrizio Romano, il était même dans les tribunes du Wanda Metropolitano pour le match de l'Atlético, là c'était lundi soir. Et en gros, ça a capoté son transfert, même si c'est le Erwigo. Il y a une visite médicale à passer, il l'a passé, c'est pas passé en gros. Le joueur est blessé et a raté sa visite médicale, donc en gros ça a capoté. Du coup, retour pour lui en Italie dans les prochaines heures, parce que je crois qu'il est blessé, il a un problème au genou. Ils ont vu ça à l'Atlético, ils ont dit non, c'était blessé, on va pas te prendre et tout. Et du coup, il ne rejoindra pas cette équipe de l'Atlético. Moschin qui retourne du côté de la Juventus Turin. Tottenham songe à recruter Conor Gallagher avant la fin du mercato, donc avant demain soir à minuit, parce que c'est demain à minuit la fin du mercato. Donc voilà, Tottenham très intéressé par Conor Gallagher. Erwigo pour Maxime Estève à Burnley, donc le défenseur de Montpellier, et va signer du côté de Burnley. Très bon défenseur, un défenseur sous-côté. Donc Montpellier va récupérer 14 millions d'euros, bonus compris, donc il va aller jouer le maintien du côté de la première ligue. Très bon contre Monaco, Luis Enrique devrait finalement rester du côté de l'Olympique de Marseille. Le Brésilien rêverait
de s'imposer à Marseille. Hein. Donc le jeune Brésilien est allé voir son coach, donc Gattuso, pour lui dire qu'il ne savait pas combien de temps il allait rester à Marseille, mais qu'il donnerait tout pour l'OM tant qu'il sera au club. N'oubliez pas que ce joueur avait été prêté, c'était je sais plus, à Botafogo, je crois qu'il a été prêté là, de août jusqu'à janvier. Et du coup, Botafogo avait cassé son prêt, du coup il était revenu à Marseille. Hein. Et voilà, en gros, il a fait un bon match à contre Monaco. Je me souviens que c'est lui qui avait fait la passe D pour le but d'Aubameyang en début de match. Donc voilà, en gros, il va rester à Marseille pour cette deuxième partie de saison. Concernant Vitinha, donc lui va bien quitter l'Olympique de Marseille. On a parlé hier qu'il devrait aller au Renoir. Et oui, parce qu'il a dit au revoir ce midi à ses coéquipiers. Il a vidé son casier et est très ému au moment de saluer chaleureusement tout le monde. Il était très apprécié dans le vestiaire, Marseille, Vitinha. Donc il va donc être prêté au Renoir avec option d'achat non obligatoire de 25 millions d'euros. C'est-à-dire en fin de saison, le Renoir, soit ils paieront 25, soit ils paieront pas cette somme-là. Il reviendra à Marseille. Donc voilà, il va débarquer du côté de cette équipe italienne. N'oubliez pas que Marseille a racheté 32 millions d'euros il y a quelques temps en provenance de Braga. Et c'est vrai que Vitinha, si on fait le bilan avec un but toutes les 321 minutes quand il a joué, Vitinha le pire ratio des attaquants de l'ère McCourt. Donc voilà, c'est même Valère Germain, les gars, il a le meilleur ratio. Il marquait un but toutes les 292 minutes du côté de l'OM. Lui, c'est un but toutes les 321 minutes. Donc voilà, Benedetto, Luis Suarez, l'attaquant colombien, Milik ou même Balotelli ont un meilleur ratio, on peut dire, que Vitinha, qui a été un flop, surtout que c'est la recrue quand même la plus chère de l'histoire de l'OM. Toujours du côté de Marseille, on a parlé aussi de Jonathan Klaus. Je crois que j'ai dit hier que Marseille était ouvert à un départ de Klaus. Et le Galatasaray et deux clubs de première ligue se sont renseignés sur Jonathan Klaus. L'OM ne va pas brader son joueur, là, même si on arrive sur la fin de mercato. Il faut vraiment une belle offre pour lâcher Klaus, qui est quand même un joueur de qualité. S'il n'y a pas une belle offre qui arrive, il restera à Marseille, mais si une belle offre arrive, là, il pourrait être vendu. Jonathan Klaus. Gattuso souhaite conserver Ismaïla Sarr cet hiver. Pourtant, il est annoncé sur le départ Villarreal. Était très intéressé et l'entraîneur italien apprécie beaucoup le profil du Sénégalais, en plus là qui va revenir à Marseille parce que le Sénégal, on sait, est éliminé de la CAN. Giovanni Reina, tiens, qu'on avait parlé il y a quelques jours, n'intéresse plus l'OM parce que l'OM était sur le joueur de Dortmund, le joueur américain qui joue très très peu, et du coup voilà, ça a tombé à l'eau. Marseille n'est plus intéressé par le joueur Giovanni Reina, mais il devrait bien quitter cette équipe de Dortmund. On l'annonce peut-être à Nottingham Forest, d'après ce que j'ai pu voir. Officiel, Thiago Moret, un jeune joueur de 20 ans, quitte Boavista au Portugal pour s'engager à Lille jusqu'en 2028, signature officielle. Donc le jeune ailier Sport Portugal arrive pour 4 millions d'euros de Boavista. Donc voilà. Nouveau joueur, après bon, j'ai déjà peut-être entendu quelques fois parler de son nom, mais je l'ai jamais vu jouer. Maintenant on va le voir jouer, vu qu'il va évoluer en Ligue 1. Donc il portera le numéro 19 du côté de Lille. La Juventus Turin va enregistrer l'arrivée de Carlos Alcaraz, qui est un joueur argentin, 21 ans en prêt avec option d'achat de 40 millions d'euros. Le jeune milieu argentin de Southampton va passer sa visite médicale ce mercredi à Londres. Voilà, d'après Fabrizio Romano. Donc si tout est ok, s'il n'y a pas de blessure, un peu comme Keane qu'on a parlé tout à l'heure, voilà, ça devrait être officiel. Il devrait rejoindre la Juventus Turin. Concernant Hugo Ekitike, donc discussion en cours entre le PSG et Francfort pour Hugo Ekitike. Le PSG souhaite un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros. Francfort ne propose pour le moment que 20 millions d'euros. Donc voilà, il va falloir que Francfort fasse que les deux... peut-être couper la poire en deux, 25. N'oubliez pas que le PSG va acheter 36 millions d'euros. Donc de toute façon, ils seront perdants, le PSG, avec Hugo Ekitike. Mais voilà, et, la porte de sortie pour être Francfort, pour l'attaquant parisien. Et Manchester United s'est vu proposer Hugo Ekitike. Son agent a proposé le joueur à Manchester qui n'est pas intéressé. Enfin, pour l'instant, je n'ai pas vu Manchester intéressé par Hugo Ekitike. Et de toute façon, le PSG, Fabrizio Romano dit, cherche à prêter Hugo Ekitike dans les dernières 48 heures du mercato. Donc avant demain minuit, il devrait bien quitter le Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike. Le mercato du PSG termine dans le sens des arrivées. Il n'y aura pas d'autres joueurs. Il y a eu Moscardo et Beraldo qui sont arrivés. Il n'y aura pas d'autres joueurs qui arriveraient du côté du PSG. Mais dans le sens des départs, il peut y avoir quelques départs. J'ai dit comme par exemple Hugo Ekitike. Concernant Kylian Mbappé, la décision concernant le futur de Kylian Mbappé devrait être annoncée dès cette semaine selon Félix Diaz. Félix Diaz, en gros, c'est un journaliste du journal Marca, c'est du côté de l'Espagne, côté de Madrid. Donc voilà, il devrait annoncer sa décision. Soit il reste, soit il quitte le PSG, soit je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais, ça devrait être imminent, la décision de Kylian, qui devrait l'annoncer publiquement. Et voilà, comme ça, on saura vraiment ce qu'il veut faire, Kylian. Donc c'est imminent sa décision. Nabil Fekir ne rejoindra pas l'Arabie Saoudite. Malgré certains intérêts, aucune approche concrète n'a été faite au Betis Séville. Et du coup, il va rester du côté du Betis. Pourtant, j'ai entendu l'équipe de Al-Shabaab, une équipe saoudienne,
qui est intéressé par Nabil Fekir, mais voilà, il restera au moins jusqu'à l'été prochain du côté de l'Espagne. Officiel, Seko Fofana est prêté jusqu'à la fin de la saison par Al Ettifaq. Donc c'est le joueur de la Côte d'Ivoire qui dispute actuellement la CAN. Donc voilà, pourquoi en gros il quitte? Pas parce qu'il est mauvais, hein. Il n'est pas mauvais bien sûr, Seko Fofana, parce qu'en gros il y a un quota de joueurs étrangers, ils sont déjà là un maximum de joueurs, puis vous voulez faire revenir un gardien, David Ospina, qui est un gardien pour cette équipe de Al Nasser, et du coup il devait lâcher un joueur en prêt. C'est ce joueur en gros qui va être prêté les 6 prochains mois à l'équipe, entraîné par Steven Gerrard. En gros il vient remplacer, on peut dire, Anderson, hein, qui est parti lui du côté de l'Ajax Amsterdam. Officiel, Karl Toko Ekambi débarque également à Al Ettifaq, le même club que rejoint Seko Fofana, donc en provenance d'Aba Club, hein, qui est un club aussi saoudien. Bon, il change de club, mais un club un petit peu meilleur, on va dire, hein, que son ancien club. Donc voilà, des nouvelles de Karl Toko Ekambi. Officiel également, Angelino, il y a 1 ou 2 jours, il y avait le Herbigo de Fabrizio Romano, ça c'est fait. Il est prêté du côté de l'AS Roma, numéro 69 dans le dos pour le latéral gauche espagnol. Ivan Rakitic, c'est également officiel, un quitte le FC Séville et signe du côté de Al-Shabaab, qu'on avait parlé là avec Fekir, hein, qu'on parlait tout à l'heure, qui pouvait aller dans cette équipe. Rakitic, lui, signe bien du côté de Al-Shabaab. Donc après 323 matchs disputés, hein, ce maillot andalou, donc Rakitic dit au revoir à cette équipe de Séville, où il a remporté quand même 2 fois l'Europa League, hein. Voilà, pas mal, hein, bien évidemment. Donc hier il a fait son discours, il est en pleurs, on peut le voir, hein, Rakitic, hein, légende, hein, bien sûr, hein, du côté de cette équipe de Séville. Son palmarès en Europe est impressionnant, une Ligue des Champions, bon pas avec Séville, mais avec le FC Barcelone, son ancien club, en 2000, c'est quand le Barça, 2015 je crois qu'ils avaient remporté la LDC, il était là, Rakitic était même titulaire en finale, d'Europa League, donc avec Séville, une Super Coupe d'Europe, 4 fois la Liga, 4 fois la Coupe d'Espagne et 2 Super Coupes d'Espagne. Donc voilà le palmarès qu'il a eu en Europe. Direction maintenant la Ligue saoudienne, hein, pour toucher un dernier gros chèque avant de prendre certainement sa retraite. Saïd Benrahma arrive à Lyon, prêt payant de 5 millions d'euros assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros non obligatoire. Donc voilà, le joueur algérien de West Ham devrait débarquer du côté de Lyon, là c'est imminent, hein, soit aujourd'hui soit demain. De toute façon, voilà, qu'on arrive en fin de mercato, donc ouais, devrait bien arriver du côté de l'OL, d'après ce qui se dit, hein, d'après l'équipe. Toujours avec Lyon et Nottingham Forest aussi, on trouve un accord pour Aurel Mangala. Le montant devrait être de 27 millions d'euros, plus 3 millions de bonus, hein, le mercato de folie qu'est en train de faire l'équipe de Lyon, hein. Donc Mangala, on a parlé, Benrahma et aussi Danjuma, tiens, on a parlé tout à l'heure, c'est son anniversaire aujourd'hui. 3 joueurs qui pourraient débarquer à Lyon aujourd'hui ou demain avant la fin du mercato. N'oublie pas que Lyon, ils ont déjà recruté Matic, ils ont recruté Malik Fofana, ils ont recruté Djif Torban, ils ont recruté déjà un gardien, Lucas Perry, ils ont recruté beaucoup de joueurs, hein, voilà, ils ont été impressionnants quand même sur ce mercato. Donc voilà, les derniers peut-être dossiers chauds, hein, du côté de Lyon. Et dans le sens des départs, hein, donc Tagliafico, qui est un champion du monde argentin, donc lui il serait sur le départ, et Villarreal, le Betis et le Galatasaray sont intéressés par le latéral gauche argentin. On va parler de comment on dit, Noah Lemina. Donc voilà, l'accord entre le joueur et Wolverhampton, hein, pour un prêt avec option d'achat. Donc l'option d'achat de Wolverhampton pour Noah Lemina est de 2 millions d'euros. Donc il va retrouver son frère Mario Lemina, qui joue, hein, bien sûr, du côté de cette équipe de Wolverhampton. Donc ça pourrait être officiel là dans la journée. Tiens, du côté du Paris Saint-Germain, donc récemment transféré au PSG, Gabriel Moscardo s'est fait opérer avec succès au Qatar. Donc on le savait déjà, hein, on sait pas qu'il a été transféré juste après on a appris qu'il allait se faire opérer. Non, on savait déjà depuis quelques semaines qu'il a été opéré. Donc c'est pour ça que le PSG hésite à le signer ou pas. Le PSG l'a bien signé, voilà, opération, donc tout s'est bien passé. Donc il sera rétabli au mois d'avril, mais il arrivera au PSG le 1er juillet prochain, parce que là il est prêté pour les 6 prochains mois à son club brésilien de Corinthians. Benzema reste à Al Ittihad et ne partira pas cet hiver. Voilà, donc même si on a entendu beaucoup de choses concernant Benzema, hein, d'après les journalistes, les gars, il devrait bien rester du côté de cette équipe saoudienne au moins jusqu'à l'été prochain. Sacha Boey, déjà adulé par les supporters du Bayern Munich en marge de son premier entraînement sous les couleurs bavaroises. On sait que Sacha Boey a rejoint l'équipe du Bayern, ça a été officiel, c'était dimanche, là, il y a 3 jours. Bref, le premier entraînement, et voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes voulaient déjà prendre des photos, des selfies bien sûr, avec latéral droit français. On revient 11 ans jour pour jour en arrière, c'était un 31 janvier, c'était en 2013. Hein. Bref, Coutinho rejoignait l'équipe de Liverpool. On sait que ça a été une réussite totale, bien sûr. Coutinho, hein, qui a été exceptionnel à Liverpool. Bon, après, sa suite de carrière a été beaucoup plus compliquée à Barcelone, où il a floppé. En plus, c'est toujours le transfert le plus cher, hein, de l'histoire du Barça. Hein, donc ça a été un flop total. Mais voilà, il y a 11 ans jour pour jour, rejoignait l'équipe de Liverpool. Toujours avec, tiens, il y a 11 ans jour pour jour, un certain David Beckham rejoignait le Paris Saint-Germain pour un contrat de 6 mois. Hein, il signait le dernier jour du mercato jusqu'à la fin de saison. Hein, c'était au PSG, le légendaire Beckham. Toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci il y a 7 ans, jour pour jour, Dimitri Payet quittait West Ham et revenait du côté de l'Olympique de Marseille. Hein, quel bilan tirez-vous de son retour? Ça a été un très bon retour. Hein.
Bon, c'est vrai qu'il n'a remporté aucun trophée, mais voilà, Payet a été très important. Bon, il a quitté, n'oubliez pas, l'Olympique de Marseille l'été dernier pour partir au Brésil. Officiel, Fermín López est désormais inscrit en équipe première avec le FC Barcelone. Il portera désormais le numéro 16 parce qu'il n'est toujours pas inscrit. Bon, il a joué bien sûr pas mal de fois avec l'équipe première, mais il n'était pas encore inscrit avec l'équipe première. Ben, ça, il est inscrit avec cette équipe numéro 1 du côté du Barça, le jeune Fermín López. Et toujours du côté du Barça, et c'est encore un énorme coup dur, c'est fou. Félix souffre d'une foulure au ligament de la cheville droite, donc il s'est blessé lors de l'entraînement hier. N'oubliez pas que le Barça joue tout à l'heure contre Getafe, il est forfait. Un entraînement hier et il s'est blessé. Félix, n'oubliez pas que Baldé a été blessé il y a à peu près une semaine, blessé jusqu'à fin de saison. Tiens, il s'est fait opérer hier. Gavi a été aussi opéré, blessé jusqu'à fin de saison. Tous les matchs ou entraînements, t'as l'impression d'un blessé du côté du Barça. On lui envoie beaucoup de force concernant Félix qui devrait être absent pour un mois. Il devrait peut-être même louper le match de Ligue des Champions contre l'équipe de Naples. Lamine Yamal a le meilleur taux de réussite en dribble parmi les 5 meilleures ligues européennes cette saison, 70% de dribble réussi. C'est exceptionnel. Pour rappel, il n'a encore que 16 ans et c'est sa première saison avec l'équipe senior. C'est vrai que c'est un très très bon dribbleur avec son pied gauche, il est exceptionnel. Et voilà, c'est lui le meilleur actuellement en taux de dribble réussi alors qu'il a seulement 16 ans. Le jeune Lamine Yamal. On va parler de Neymar, les gars. Donc Neymar répond aux critiques après une photo le montrant surpoids lors de sa convalescence. C'est cette photo-là. C'était à l'anniversaire de Romario. C'était dimanche, il y a 3 jours. Donc cette photo a beaucoup fait parler parce qu'on a l'impression qu'il est un peu en surpoids. Donc Neymar a réagi. Donc critiqué après une photo le montrant en surpoids, Neymar s'est défendu sur les réseaux sociaux dans un langage fleuri avec un doigt d'honneur. En surpoids, ok, mais gros, je ne pense pas. Bon, après c'est un mot, voilà. Voilà, moi les haters, voilà, ceux qui me critiquent, parce qu'en gros, voilà, il a fait cette. C'est sûr, vous pouvez voir, c'est sur sa story Instagram. Puis en gros, il a levé son maillot pour montrer son ventre, pour nous dire qu'il était pas en surpoids, tout simplement. Donc peut-être, je sais pas, peut-être il rentrait le ventre, j'en sais rien, mais c'est vrai que là, cette photo n'est pas retouchée. Puis là, on a vraiment l'impression qu'il a quand même un petit peu pris de poids. Bon, voilà, il a juste réagi par rapport à ça, Neymar. Et on finit à cet épisode donc avec lui, un joueur qui n'a pas de problème de poids, de surpoids, c'est bien sûr Ronaldo. Regardez, c'est sa dernière publication Instagram et toujours au top, Cristiano Ronaldo. Tiens, il va fêter son anniversaire le 5 février. Donc dans 6 jours, c'est son anniversaire. Voilà, donc voilà, toujours au top. Cristiano Ronaldo, il va fêter ses 39 ans là. Dans quelques jours, on finit avec lui. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard.